Alors, merci à tous et à toutes pour votre présence ici. Habitantes, habitants, citoyens, agricultrices, agriculteurs, représentants associatifs. Nous sommes ici réunis suite à l'action réalisée par le GABLEC, Groupement des agriculteurs bio du Loir-et-Cher, concernant les dépôts de prosulfocarbe sur les fruits et légumes dans les jardins des particuliers. C'est une opération qui a été menée entre novembre 2025 et janvier 2026, accompagnée par la FNAB, Fédération nationale des agriculteurs bio, et de l'association Génération Future. La découverte de ces résultats a donné naissance au collectif Perche Vivant, que nous représentons ce soir. Moi-même, Mélodie Seznec, maraîchère, Florence Herman, boulangère, et Fabrice Barbier, coordinateur de l'épicerie Les Pains Perdus. Le collectif Perche Vivant regroupe une soixantaine de citoyens du Perche Vendomois. Des architectes, des artisans, des chauffeurs de bus, des agriculteurs, des artistes, des chimistes, des commerçants. À la lecture des résultats, nous nous sommes sentis dans une impasse et impuissants. Et on a l'impression que les agriculteurs sont également dans une impasse et impuissants. Il y a un problème, un malaise, et nous voulons y répondre. Nous nous sommes organisés sur notre temps personnel. Nous sommes un collectif d'habitants bénévoles. On a fait du mieux qu'on pouvait avec le temps qu'on avait pour essayer de convier le plus de personnes pour ouvrir cette discussion. On a donc décidé de prendre les choses en main localement, à notre échelle, pour ne plus avoir de dépôt de prosulfocarbe dans nos jardins. En 3 mois, nous avons rencontré des élus locaux, le préfet du Loir-et-Cher, la Chambre d'agriculture. La réunion de ce soir se veut être une information objective sur le prosulfocarbe, pour que nous partagions les résultats de l'étude et des connaissances existantes sur ce produit. Nous ne voulons pas juger les pratiques actuelles et encore moins les utilisateurs de prosulfocarbe, mais bien élaborer ensemble des solutions qui conviennent à tous et à toutes. Cette réunion est le point de départ d'un travail collectif qui nous engagera. Agriculteurs, habitants et habitantes, techniciens et techniciennes. Ce travail se fera en petits groupes mixtes à partir du mois de septembre. Car ce que nous souhaitons pour notre pays du Perche, c'est un bien vivre ensemble. Et c'est avec ceux qui produisent notre nourriture que nous devons le créer. Nous l'envisageons comme une expérience novatrice, confiante et joviale. Pour cette première étape, sont présents ce soir David Péchard, agriculteur céréalier et président du GABLEC, Agathe Dupuis, chargée de mission animatrice du GABLEC, et Florent Bouillon, technicien du GABLEC, ainsi que Olivier Pavie, président bénévole de la Ligue contre le cancer, 41. Et nous aurons en visio Félix Lepers de la FNAB, Fédération nationale des agriculteurs bio, et François Villerette, porte-parole de l'association Génération Future. La Chambre d'agriculture conviée à intervenir à leur côté a décliné l'invitation. Ils interviendront chacun leur tour, puis nous recueillerons vos questions et vos réactions. Vous trouverez également dans cette salle, par ici, les documents et prospectus pour aller plus loin sur l'étude, les revues de presse de l'action du GABLEC, une présentation des actions de Génération Future et des bulletins d'adhésion si vous voulez les soutenir. Un collectif de soutien aux victimes des pesticides d'Eure-et-Loire et de Sarthe, pareil dans le coin là-bas. Et il y aura aussi les inscriptions pour les volontaires pour participer au groupe de travail. Et sur le tableau ici seront déposées vos remarques et questionnements qui serviront de support pour les groupes de travail. Ce soir, nous resterons centrés sur de l'information factuelle et nous éviterons le débat d'idées. Il y aura un temps après chaque intervention pour que vous puissiez poser vos questions. Et toutes vos réactions, remarques, questions, idées seront notées pour être prises en compte avec ce tableau lors des groupes de travail à venir. Merci d'avance de respecter ce cadre. Place aux interventions.
Donc, bonsoir à tous. Donc, David Péchard, donc agriculteur bio du côté de Mer, à la Chapelle-Saint-Martin en Plaine. Donc, céréalier depuis une quinzaine d'années. En agriculture conventionnelle avant cela, donc utilisateur de prosulfocarbe dans le passé, parce que c'est un vieux produit qui existe depuis les années 80, qui est très utilisé bien plus que dans le passé et aujourd'hui pour le désherbage des cultures d'hiver. Donc en gros du 1er octobre au 30 novembre, c'est un produit qui est utilisé en très grande majorité sur toutes les céréales d'hiver qui sont semées à cette époque-là. Et personnellement, j'étais concerné en tant que contaminé, j'étais concerné en 2018 sur du quinoa. On était une quinzaine d'agriculteurs en région Centre Val-de-Loire à faire du quinoa, à essayer de développer une filière quinoa de Beauce, donc avec des collègues d'Eure-et-Loire principalement et du Loiret. Et on s'est retrouvés tous, sans aucune exception, avec des contaminations assez fortes qui allaient de 4 à 50 fois la dose maximale autorisée pour commercialiser notre quinoa. Donc c'est la première fois que j'entendais parler de cette contamination. Donc on s'inquiétait vraiment de l'origine de ce prosulfocarbe, d'où il venait. On savait qu'il était utilisé en désherbage, mais on ne savait pas qu'il était capable d'aller voir nos parcelles voisines, voire très voisines, très éloignées plutôt du lieu d'épandage. Donc c'était une première alerte, une première inquiétude personnelle, avec quand même des conséquences financières qui sont assez importantes, qui ont été à l'époque de 10 000 € pour mon cas, mais pour d'autres collègues qui avaient des quantités de quinoa bien plus importantes, ça allait jusqu'à 30 000 € de pertes. Donc là, il y avait vraiment une vraie inquiétude. Il y a eu une deuxième alerte sur ma ferme en 2022 sur du sarrasin. Pareil, même résultat, 4 fois la dose maximale autorisée, donc avec une perte sèche. Pour faire simple, quand on a une contamination au prosulfocarbe sur notre culture, qu'on soit en bio ou en conventionnel, on a une dose limite. Si on la dépasse, c'est qu'il n'est plus commercialisable. Donc la seule solution pour nous, c'est de le jeter. On n'a pas de solution autre que de jeter ou de détruire cette marchandise à partir du moment où on dépasse cette dose maximale autorisée. Donc c'est une perte sèche et on n'a aucun moyen de se retourner de faire appel à l'assurance ou de se retourner contre l'assureur de potentiels utilisateurs de ce prosulfocarbe, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui est utilisé par quasiment la totalité des céréaliers du département. Et donc, on n'a aucun moyen, vu qu'il est extrêmement volatile et qu'il peut migrer jusqu'à 3 km de son lieu d'épandage, on n'a aucun moyen de cibler tel ou tel agriculteur et d'en dire que c'est mon voisin immédiat ou que c'est un voisin qui est situé à 3 km de mon champ. Donc, l'assurance vous dit, je peux vous rembourser si vous le voulez. On fait marcher la responsabilité civile, mais citez-moi un nom, dites-moi qui c'est. Et déjà, ça met une belle ambiance dans la campagne. Après, il faut trouver l'agriculteur qui est capable de se dénoncer et de dire « bon, j'accepte de dire que c'est moi », alors que l'assureur de l'agriculteur potentiellement responsable peut vite se retourner et juridiquement, il n'y a aucun moyen de prouver que c'est spécifiquement lui qui a contaminé mon champ. Donc, c'est une perte sèche. Et depuis 2018, en tant que président, alors je ne suis pas président depuis 2018, mais on essaye avec la FNAB, notamment au niveau national, d'alerter les pouvoirs publics pour leur expliquer notre problématique, notre désarroi, qui encore une fois n'est pas spécifique aux agriculteurs bio, parce qu'on a également les agriculteurs conventionnels qui font du sarrasin, qui font du millet, qui font du tournesol. Toutes ces cultures-là sont potentiellement contaminées si elles sont récoltées à une période où on a ces semis de céréales. De céréales d'hiver. Donc en gros, toute culture qui est encore en place dans un champ au 1er octobre jusqu'au 30 novembre est potentiellement contaminée. Donc ça, on le sait, ça nous inquiète, et on sait qu'on a des agriculteurs conventionnels qui viennent nous voir également et qui ont aussi des champs contaminés et des cultures qui sont mises à la poubelle. Donc sachant tout cela, on se pose vraiment les questions et on s'est dit, bon, on va aller voir les pouvoirs publics, on va demander, notre première étape, c'était d'aller demander une indemnisation pour les pertes sèches engendrées par cette contamination. Donc on a rencontré les préfets, on a rencontré les députés, on a déposé des amendements au niveau national pour avoir ces indemnisations, et à chaque fois, on a une fin de non-recevoir des élus, on a une incapacité de la préfecture de nous dire, vous serez indemnisé l'année prochaine, vous inquiétez pas, soyez serein pour les années à venir. Encore une fois, ils nous écoutent, ils nous entendent, il n'y a aucun souci, mais rien ne se passe depuis ces dernières années. Donc on a voulu aller plus loin, montrer que c'était un problème autre et pas spécifique aux agriculteurs, que évidemment on a notre problématique purement économique de contamination de nos champs et de destruction de nos parcelles, mais que si ça allait contaminer nos champs, potentiellement ça pouvait aller également dans nos jardins. Nos jardins, je suis citoyen, j'ai un jardin, j'ai des pommiers dans mon champ, dans mon jardin, et donc potentiellement j'avais également mes cultures
comment dire, mais tout ce qui était encore mon potager, merci, qui est encore présent dans mon jardin, qui pouvait potentiellement être contaminé à ce moment-là. Donc on a eu l'idée en 2025 de lancer cette grande étude. On le dit grand à notre échelle, hein, ça reste 15 échantillons qui sont quand même représentatifs de la réalité qu'on peut observer sur le terrain. Donc on a fait un échantillonnage sur 15 potagers sur le Loir-et-Cher pour montrer que le problème n'est pas uniquement agricolo-agricole, mais qu'il est bien plus large et que, on le voit ici, hein, mais on est tous concernés, aussi bien dans nous agriculteurs, dans ce qu'on cultive, vous dans ce que vous respirez dans l'air et dans ce que vous potentiellement cultivez dans votre jardin. Donc Agathe va vous présenter le protocole. L'étude qu'on a fait. Donc comme David le disait, donc on a fait sur le Loir-et-Cher, donc en tout 15 analyses, donc, dont 13 sur le Loir-et-Cher et 2 en Eure-et-Loir. On est parti sur le fait de donc, prélever des échantillons dans les jardins des particuliers. On a regardé qui pouvait, dans nos cercles proches, qui avaient des jardins avec déjà des choses dedans. On a essayé de faire via le bouche à oreille on a essayé de trouver des volontaires via le bouche à oreille pour pouvoir prélever et donc analyser. Voilà. Donc, en septembre dernier, on a fait 13 analyses dans un laboratoire à Nantes. Et donc, les résultats nous ont donné, donc là en rouge, vous voyez les analyses qui sont revenues positives. Donc, on a essayé de faire des analyses un peu partout dans le nord du département. Donc là, si on détaille un petit peu les résultats des analyses, donc on a eu 6... Hop, j'arrive... On a eu donc 6 résultats avec des résultats qui dépassaient la limite maximale de résidus. Donc la LMR, comme l'a dit David tout à l'heure, donc il y a une norme en fait qui existe, au-delà de laquelle la commercialisation des produits n'est plus possible. On l'appelle la LMR. Donc on s'est basé sur cette norme-là pour dire si les aliments étaient contaminés ou pas. On peut voir aussi qu'on a fait des prélèvements sur un peu tout type d'aliments, donc des pommes, raisins, enfin tout ce qu'on pouvait trouver à l'automne dans les jardins des particuliers. Donc sur les résultats, en tout, donc, on peut voir 10 positifs, dont 6 qui dépassent la limite maximale de résidus. Un positif, mais pour lequel on ne peut pas donner de conclusion, parce que en fait, donc, ce sont les fans de carottes. Il n'y a pas de LMR officielle pour la fan de carottes, donc du coup, on ne peut pas conclure officiellement que c'est contaminé. Et 3 prélèvements pour lesquels ça a été, on a une détection du prosulfocarbe, mais qui ne dépasse pas la LMR. Donc du coup, au global, comme je le disais, sur les 15 analyses, 10 échantillons étaient positifs, 7 ont été quantifiés, donc 7 sur lesquels on a trouvé du prosulfocarbe, et 6 des 7 échantillons qui dépassaient la limite maximale de résidus. Voilà. Donc à partir de là, quand on a eu les résultats, on a décidé de porter la communication pas seul, en fait pas le Gablec tout seul, mais de demander à d'autres partenaires de porter avec nous la communication autour de ces résultats. Et donc on s'est tourné vers des associations locales et aussi des associations donc nationales, la FNAB et Génération Future. Et donc, entre autres, en local, on s'est tourné vers la Ligue contre le cancer, qui s'est associée au Gablec pour porter ces résultats d'analyse. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Paye. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Impressionnant de vue d'ici. Donc Olivier Pavie, moi je suis président bénévole de la Ligue contre le cancer du Loir-et-Cher et on s'est associé à la demande du Gablec justement sur cette étude parce que
Nous, évidemment, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit, mais on voit les résultats et on les voit au jour le jour. Moi, ça fait 3 ans que je suis président bénévole, j'étais déjà à la Ligue auparavant, et on voit comment, justement, les choses évoluent, et évoluent vraiment on peut être assez pessimiste actuellement sur un certain nombre de sujets. Pessimiste pourquoi ? Parce que, il y a quelques années, à la Ligue, on suivait majoritairement et pratiquement exclusivement en fonction des espaces. Et on a des espaces de la Ligue dans tout le département, y compris ici, puisque c'est à Vendôme que les personnes vont pour cette partie de Loir-et-Cher. On voyait principalement que des femmes, et on voyait quelques personnes, justement, qui arrivaient jeunes. Maintenant, on en a de plus en plus, on a de plus en plus d'hommes. Et les hommes qui viennent nous voir, ce sont des hommes qui, généralement, sont issus à 95% du milieu agricole ou viticole. Parce que comme on est aussi sur Romorantin, et Romorantin, on a aussi toute une partie sur Cheverny, et donc la vallée du Cher, où on a aussi ça. Donc on voit justement aujourd'hui, on accueille environ, l'année dernière, on a accueilli un peu plus de 600 personnes malades chez nous, que l'on suit au quotidien. Sur les 5 dernières années, ça nous fait pratiquement 3500 personnes accueillies. Et on voit justement l'évolution. On voit l'évolution des cas, on voit les évolutions des cancers, on voit des profils de plus en plus masculins, on voit des profils de plus en plus jeunes également dans les cas de cancer. Et on le voit également sur des enfants. Donc vous imaginez, nous, on accueille les malades, mais on accueille aussi les aidants. Et la Ligue contre le cancer est une association donc, qui ne vit que de dons et de legs, donc par la générosité publique. Et donc nous, on s'engage financièrement justement à accompagner toutes ces personnes. Et on le voit également parce que la Ligue contre le cancer est en responsabilité du groupe prévention dans le cadre d'un contrat qui lie l'ensemble des hôpitaux du Loir-et-Cher, qui s'appelle le CRTC, qui est un contrat en fin de compte de régulation des traitements du cancer. Et en pilotant ce groupe de travail prévention, eh bien, on s'aperçoit qu'on est obligé de faire de plus en plus de prévention, justement, auprès de ces publics-là. Avec, évidemment, toutes les difficultés que l'on a à rentrer dans certains milieux professionnels, dans certaines entreprises. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que le message, quelquefois, donne à réfléchir et oblige les gens à s'interroger sur l'environnement dans lequel donc, nous sommes. Bien sûr, on finance la recherche, on finance toutes les avancées que font les chercheurs pour soigner cette maladie, mais soigner cette maladie, c'est une chose. Prévenir la maladie, c'est autre chose. Et on est le parent pauvre, la prévention en France du milieu de la santé, dans la politique de la santé. Imaginez juste un chiffre. Avant, la prévention représentait environ 2,5 à 3% du budget général de la santé. Aujourd'hui, on est à moins de 2%, on s'approche de 1,5%. Ça veut dire que l'État, aujourd'hui, ne donne plus les moyens non plus à différentes organisations de faire de la prévention. Donc la Ligue contre le cancer est là pour justement arriver sur la générosité publique à mettre en place un certain nombre d'actions. Et c'est parce qu'on soutient justement des organismes comme le Gablec ou autres, parce qu'on sait qu'il faut qu'on amène à cette réflexion dans la société pour arriver à se poser la place de l'humain dans l'ensemble du système. Et nous, on voit les dégâts au jour le jour que l'on peut vivre. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé auprès des agriculteurs bio et d'autres organisations. Et dernier élément, et je passerai par là, c'est qu'il n'existe pas d'observatoire, malheureusement, au niveau local. Et la Ligue est en train de mettre en place cet observatoire avec l'ensemble des hôpitaux pour arriver à cartographier justement à la fois, bien sûr, les cas de cancer, mais les typologies exactement de cancer pour pouvoir mieux cibler les actions de prévention et les actions, bien sûr, d'accompagnement. Merci beaucoup d'avoir donné cette parole à la Ligue pour ce soir. Merci encore. Alors, on va maintenant donner la parole à Félix Lepers de la FNAB. Et suite à ça, on aura un petit temps de questions et de réactions. Merci de me donner la parole et surtout merci de l'invitation. C'est avec regret que je ne suis pas du coup parmi vous. Je n'avais malheureusement pas le temps, mais j'aurais été heureux de pouvoir vous voir en vrai et échanger directement.
avec vous. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle donc Félix Lepers et je travaille à la Fédération nationale de l'agriculture biologique, dont le GABLEC est adhérent. Fédération qui rassemble 10 000 producteurs et productrices bio partout sur le territoire français et qui, du coup, travaille à promouvoir l'agriculture biologique et à défendre les producteurs bio et une agriculture biologique exigeante. Moi, personnellement, je travaille sur les questions de contamination depuis quelque chose comme 7 ans, et en particulier sur le prosulfocarbe, notamment en raison de ce qui a été expliqué par David, à savoir les contaminations régulières qui peuvent arriver sur les productions biologiques, et notamment le problème de l'absence de système d'indemnisation. Je vais pas parler du coup de la question, disons, sanitaire. Peut-être que François va en parler un peu plus que moi. En tout cas, évoquer les enjeux du profil toxicologique du produit. Moi, je vais revenir, je dirais, succinctement sur les questions plus économiques et sur les questions peut-être de politique publique qui se posent autour du prosulfocarbe au niveau national. Donc, comme je le disais, ça fait 7 à 8 ans qu'on travaille sur cette question. Sur ces 7 à 8 ans, on peut citer quelques dates. En 2018, le prosulfocarbe avait fait l'objet d'un renforcement des conditions d'utilisation assez fortes, puisqu'il était obligatoire d'avoir une distance de minimum 500 mètres vis-à-vis des cultures non cibles qui n'étaient pas encore récoltées. 500 mètres, c'est complètement inédit, hein, ça n'existe pour aucune condition d'usage et pour aucun autre produit. Et pourtant, ça n'a pas empêché les contaminations. Ces conditions, elles ont été encore renforcées en 2023 avec des abaissements des niveaux maximums d'utilisation et de la proximité possible avec les riverains. Pourtant, on a pu voir avec les derniers résultats qui ont été exposés, hein, qui sont exploratoires mais qui sont parlants tout de même, que les contaminations étaient encore tout à fait possibles. En 2020, on a la coopérative Biocer, qui est une autre coopérative d'agriculteurs 100% bio, qui a eu un cas de contamination qui a touché 14 producteurs et productrices bio pour 100 000 euros de pertes d'un coup, à cause du fait que notamment les productions avaient été en partie mélangées avec des productions non contaminées, mais qu'une fois mélangées, en fait, les silos étaient contaminés dans leur entièreté. Ça, c'est pour donner un petit peu une idée. Et des cas comme ça de contamination, on en a des douzaines, en fait. Aujourd'hui, les contaminations continuent, mais elles ne sont pas évidentes à recenser, notamment parce que tout le monde n'en parle pas autant. Aussi, parce que les producteurs et productrices bio, ils ont mis en place, et leurs groupements, des mesures de contournement. De plus en plus de producteurs avancent le moment des récoltes pour éviter de se retrouver contaminés, donc pour récolter avant le début des traitements, ce qui fait que les récoltes sont moins, disons, la quantité récoltée est moindre et le produit récolté n'est pas à maturité, implique potentiellement des frais de séchage plus importants. Donc en fait, tout ça, ça a des coûts qui sont cachés, qui sont difficiles à estimer, mais qui existent. De plus en plus de groupements font des analyses systématiques qui ont des coûts également. Donc en fait, il y a aussi tout un tas de mesures qui sont mises en place par souci d'essayer de continuer l'activité, mais qui ont un impact sur cette activité. Ce que je peux dire par ailleurs, c'est que depuis 7 à 8 ans, nous, on a mis en place un grand nombre d'actions pour essayer de répondre à cette problématique. On a fait des courriers au préfet, on a fait porter des amendements par des députés pour demander la mise en place d'un fonds d'indemnisation. Comme je l'ai dit, les groupements d'agriculture biologique et leurs coopératives se sont lancés dans des mesures de contournement assez nombreuses. Et tout ça n'a mené aujourd'hui à rien, c'est-à-dire qu'aucun producteur bio n'a jamais été indemnisé suite à une contamination par du prosulfocarbe. Et le prosulfocarbe est toujours autorisé, hein,
voilà, donc en fait, nous, on en a discuté aussi avec Syngenta. On n'a pas de raison de ne pas en discuter avec les fabricants. Visiblement, l'idée d'alourdir la molécule, de la rendre moins, disons, susceptible de se volatiliser, puisque c'est ça le problème, c'est que c'est une molécule qui peut se volatiliser et se déplacer sur des kilomètres, comme le disait bien David. Eh bien, ça, c'est pas possible apparemment techniquement. Donc on est un petit peu face à une difficulté et on en appelle au pouvoir public notamment pour répondre à la problématique économique des producteurs bio. On en appelle au pouvoir public pour mettre en place un fonds d'indemnisation. Ça, c'est une des demandes que l'on porte, fonds d'indemnisation, qui aujourd'hui fait l'objet d'une mission d'inspection ministérielle, puisque donc le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances ont confié à des inspections, des inspecteurs, donc, la mission d'évaluer la possibilité de mettre en place un fonds d'indemnisation. Et donc, on a répondu à une audition, on est en lien avec eux assez étroit, on leur donne des informations, donc on peut espérer qu'en tout cas, ils sortent un rapport, c'est déjà ça, qui dira que peut-être il y a des moyens législatifs à mettre en place un fonds d'indemnisation. Tout ce dossier suit son cours, c'est assez long, c'est assez laborieux, et malgré tout, on va continuer à porter ce message des producteurs bio qui ont besoin de trouver, de pouvoir continuer à produire sans vivre avec ce risque de voir leur production détruite au moment où ils la récoltent. C'est à peu près tout ce que je peux dire, et je serais heureux de répondre à des questions en plus de ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc maintenant, si vous avez des questions, des réactions, on va essayer de rester sur des faits. Et on va vous demander aussi, s'il vous plaît, d'être concis. On va consacrer 5 à 10 minutes maximum à ce temps de questions. Si on peut apporter des réponses, on les apportera. Et si on ne peut pas, Mélodie va récapituler sur le paperboard. Voilà. On ne peut pas emmener les micros, donc... Faut parler fort. Je vais essayer de porter la voix assez fort. Ce qui me paraît un peu inquiétant tout du moins. Chacun défend un peu son point de vue et son beefsteak, et c'est bien normal. La seule chose dans toutes ces démarches, de demander des indemnités, c'est bien beau, mais quid des particuliers qui, eux, sont contaminés, qui sont pollués par ces produits, et ça reste complètement dans le flou. Ouais, il y aura Génération Future risque de répondre en partie à cette interrogation, mais on va quand même la noter au tableau parce que c'est une question pertinente, je pense. Juste pour information, pour nous, c'est difficile d'entendre les questions. Voilà, donc la question était les indemnisations ciblent les agriculteurs, mais les particuliers, eux, ne sont pas du tout pris dans ce processus d'indemnisation, parce que de toute façon, c'est des denrées qui ne sont pas commercialisées, donc il n'y a pas de valeur commerciale, on va dire. Et les questions, on y répond plus tard, c'est ça ? Oui. Ouais. Quid de la biodiversité? J'ai fait doser les produits toxiques dans une de mes mares. Je suis en Sarthe. J'ai plusieurs mares qui sont sur 15 hectares d'agriculture biologique, label Écocerte, et c'est de l'élevage. L'élevage de saunoise. Et là, devant une dépopulation des grenouilles, qui foisonnait il y a encore 15 ans, j'ai fait doser dans ma mare et il y a du prosulfocarbe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour toutes ces petites bêtes qui disparaissent, que là, on ne va pas demander d'indemnisation. Et donc... Merci. Tout au fond, là-bas, il y a monsieur et madame. Alors, je ne sais pas qui d'abord, madame. Je crois. Ah non, on vous entend pas. Moi, c'est une question stupide, je pense, mais peut-être utile.
les gens qui répandent ce produit, comment ils vendent leur production, apparemment il y a des seuils à ne pas dépasser. Donc je ne comprends pas très bien comment ça marche. Donc c'est un produit qui est pendu sur de la plantule ou avant la levée du blé. Donc il est pendu sur des céréales. Donc on va prendre l'exemple du blé. Donc il est pendu sur le champ avant que le blé se lève. Donc il n'atteint pas le grain de blé qui va se former 9 mois plus tard. Donc le grain de blé ne sera pas contaminé au prosulfocarbe. Ça contamine uniquement, on le voit, tout ce qui est dans l'environnement et qui est potentiellement mangeable par les particuliers. Je vais vous poser une question. Vous parlez de demande d'indemnisation, donc par rapport au dépassement des normes que vous avez indiquées. Mais moi, ça me semble totalement insuffisant parce que c'est surtout le produit lui-même qu'il faut remettre en cause. Le nom est très compliqué, donc j'ai du mal à le retenir. Mais qu'en est-il au niveau de l'étude scientifique de ce produit? C'est ça le fond du problème. C'est ma première remarque. Deuxième remarque, dans les présentations que j'ai écoutées avec attention, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les agriculteurs bio aux autres agriculteurs. Tous les agriculteurs, j'estime que tous les agriculteurs sont concernés, et je parle en tant que petit-fils d'agriculteur moi-même. Et deuxièmement, surtout, tous les consommateurs, vous n'en avez pas du tout parlé, mais moi, en tant que consommateur, et je suis là en tant que je représente l'association Que Choisir Ensemble, parce que je suis au conseil d'administration de Que Choisir du Loir-et-Cher, nous, on est particulièrement attentifs, effectivement, à la qualité des arguments, des aliments, pardon, qui sont distribués. Donc c'est sous cet angle-là, et je crois qu'il faut absolument que vous contactiez également donc, toutes les associations de consommateurs pour donner plus de force à notre mouvement. Bonjour, Didier Anduino, agriculteur en conventionnel. Voilà. J'utilise un peu de prosulfocarbe, voilà, puisque bon nombre de molécules nous ont été retirées. Il est utilisé davantage de prosulfocarbe depuis que le chlortoluron a été retiré. Voilà. Le chlortoluron, ça fait partir de la famille des urusubstitués en herbicides. Parce que ça allait polluer les nappes. Voilà. On nous a retiré le chlortoluron, on nous a retiré l'isoproturon, on nous a retiré plein de molécules. À juste titre, certainement, puisqu'elle commençait à devenir indésirable, soi-disant. Donc, on s'est rabattu sur du prosulfocarbe. Et on nous a tellement retiré de molécules, enfin, il nous en reste encore, mais qui sont plus efficaces pour un désherbage printanier, puisque les conditions climatiques, vous le voyez comme nous, changent. Et aujourd'hui, on est concentré sur 3 matières actives, le prosulfocarbe, le pindi, le flufénacet qui va disparaître. Voilà. Et demain, on va faire le procès aux autres molécules, parce qu'il y a une concentration de celles-ci, et on va recommencer. Alors que quand vous avez un traitement à prendre, que ce soit pour un cancer, monsieur de la Ligue du cancer ou autre, on associe beaucoup plus de molécules. Enfin, globalement, sur un traitement classique au plus dur, il y a une association de plusieurs molécules. Et nous, agriculteurs, sommes contraints à avoir une réduction de molécules. Alors, est-ce que c'est une bonne question que je pose? Voilà. Ensuite, le prosulfocarbe. Faut savoir que sa dose, qui était de 5 litres à l'origine, il n'y a encore pas très longtemps, a été ramenée à 3 litres. Ça n'empêche pas la volatilité. Ensuite, il faut savoir que lorsque vous mangez des pâtes, je m'éloigne un petit peu, mais pour y revenir, du blé dur canadien rentre sur notre territoire. Et du blé dur canadien pour que le blé dur canadien puisse rentrer sur notre territoire, la limite maximale de résidus par kilo de matière sèche en France était de 20 microgrammes par kilo de matière sèche, c'est-à-dire rien. Et pour que le blé dur canadien, comme les lentilles, puisse rentrer sur notre territoire,
le pouvoir, enfin l'État français et européen certainement, ont augmenté cette limite à 200. À 200. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne produise plus rien en France. On n'aura plus de problème de prosulfucarbe pour les grenouilles de madame, que je conçois, hein, c'est très important. Je suis favorable à tout ça. Mais par contre, les cancers vont continuer. Hein. Ce ne sera plus nos produits, ce sera ceux qui viendront d'autre part. Et puis, on n'aura même plus besoin de se retrouver là. Parce que, de toute façon, il n'y aura plus d'agriculteurs. Alors, il faut un équilibre. La France est multiple, l'agriculture aussi. Il ne faut surtout pas être en confrontation les uns avec les autres, mais il faut construire, comme vous disiez auparavant. Et j'ai bien apprécié votre formule, sauf qu'à un moment donné, Génération Future est arrivée, France Nature Environnement aussi, voilà. Et là, on commence à monter dans les tours. Et là, ça m'a agacé un petit peu. Alors, je vous le dis très calmement. Voilà. Alors, je reprendrai peut-être la parole tout à l'heure pour pouvoir exprimer un point de vue. Merci. Merci beaucoup. Encore une question. On peut peut-être faire juste... je peux bien répondre... Merci pour votre intervention. Je peux juste ajouter... on est vraiment conscient de cette dimension-là. J'avais une question. On va la prendre après peut-être. Non, c'est très important. J'avais un petit point technique à vous dire. Savez-vous combien un pied de raigra fait de graines ? Alors, vous, à tous, mesdames, messieurs de l'assistance. Salut. Combien fait un pied de raigra ? Eh bien, écoutez, ça fait 1200 graines en moyenne. 1200 graines en moyenne. Combien faut-il de raigra au mètre carré pour considérer que c'est nuisible ? De raigra. De graines de raigra au mètre carré, sur un mètre carré de blé, à partir, oui, voilà, où ça va pénaliser la culture de blé, de orge, de tout. Le raigra, c'est quoi? C'est une herbe? Voilà, parce qu'il faut revenir aux fondamentaux. On parle du prosulfucarbe parce que le prosulfucarbe est un antigraminé, messieurs, dames. Oui, alors voilà. Et à partir de combien? Ben voilà, une quinzaine de pieds mètres carrés et vous perdez plus de 25% de votre récolte. Je pense qu'on peut se rejoindre. Enfin, je suis agriculteur, je connais toutes ces problématiques. Je pense qu'on peut se rejoindre sur toutes les problématiques d'importation de matières premières qui ne respectent pas nos normes. Mais par contre, on ne peut pas dire que sans prosulfocarbe, on ne peut pas produire. Je crois qu'on est à peu près 20 000 agriculteurs en France bio à faire de la céréale, à savoir faire de la céréale et à ne pas avoir ces problématiques d'envahissement de raigra ou de vulpin. Comment ? On a d'autres problématiques, mais on peut se passer du prosulfocarbe et on peut produire la céréale sans prosulfocarbe. Ça, c'est le message qu'on essaye de porter en tant qu'agriculteur bio. Je comprends votre problématique, mais sachez qu'on ne peut pas avoir ce discours de dire sans prosulfocarbe, on est foutu, il n'y a plus d'agriculteurs en France. J'en suis la preuve. On est, je te dis, 20 000 à peu près à en faire en France sans cette problématique-là. On en a d'autres, on est d'accord, mais on peut le faire sans prosulfocarbe. Le sujet aujourd'hui, c'est le prosulfocarbe. Et je peux te dire, là, il y a quelques producteurs ici qui ont de l'expérience et qui te montrent que le vulpin, le raigra en bio, on n'a pas ce problème-là. La réponse est simple, parce que vous n'utilisez pas d'engrais azotés de synthèse. Voilà. Excusez-moi, mais ça devient trop technique. C'est pas l'objet de la réunion, on l'a dit au départ. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et on est sensible à vos problématiques. On va prendre une dernière question. Bonjour, et ensuite Hervé Rouher, je suis retraité. Ma question est beaucoup plus pratique et pragmatique. C'est cette molécule volatile, quelle est sa durée de vie sur les produits? Et y a-t-il une solution, un moyen pour laver ou éliminer par un moyen quelconque le produit avant sa consommation? Parce que là, on parle effectivement du traitement de fond, mais pour les particuliers qui sont nombreux dans cette salle, c'est manger leurs pommes, leurs radis, leurs carottes, enfin leurs produits de culture. Donc,
cette molécule est volatile, on a bien compris, elle va se déposer, mais combien de temps agit-elle? Et peut-on s'en débarrasser avec un moyen quelconque? Alors, je ne dis pas de nettoyer l'eau de Javel, mais il y a peut-être autre chose. Alors, il y a plein de questions et si c'est possible, peut-être de les prendre une Ouais, par ouais. une. Mais alors, La dernière question, voilà. Les autres, on les a notées et nous, on y répondra plus tard pendant les groupes de travail. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un certain nombre d'entre elles sur lesquelles je peux aussi apporter des éléments, mais c'est comme vous voulez et c'est en fonction de votre organisation. Pour ce qui est de l'élimination a posteriori d'une culture contaminée, on n'a pas vraiment de réponse parce qu'il n'y a pas eu d'étude qui a été faite, disons, qui permettrait de répondre avec certitude c'est possible ou c'est pas possible de disons, nettoyer. Ce que l'on sait, c'est que pour le sarrasin, il y a eu des tentatives qui ont été menées par des groupements d'agriculture bio, des coopératives, qui ont été infructueuses. Donc, on ne pouvait pas enlever le prosulfocarbe. C'est la seule chose que je peux à peu près dire, et ça concerne, je crois, encore la coopérative Biocer. Pour d'autres questions posées, je peux peut-être répondre, mais c'est à vous de voir si... Enfin, c'est voilà, en fonction de votre organisation. Oui, bah, si tu peux, vas-y. Mais en fait, je ne les ai pas toutes notées. Je pensais qu'on les reprendrait éventuellement les unes après les autres, mais... Allez, une petite question sur la biodiversité. Bah, la question, en fait, c'est peut-être une manière de répondre un peu à toutes les questions à la fois, mais en fait, la Fédération nationale d'agriculture bio, elle n'a pas forcément pour habitude de demander l'interdiction de tel ou tel produit. Elle représente des producteurs et des productrices bio qui font sans les produits de synthèse. Et d'une certaine manière, ils montrent que c'est possible de faire sans les produits de synthèse à certaines conditions, et ça se fait pas tout seul, hein, c'est pas facile, mais c'est la promesse de l'agriculture biologique et des producteurs et productrices bio. Donc en fait, nous, ce qu'on demande en premier lieu, effectivement, c'est une indemnisation en lien avec la perte de production subie. Suite à ce qui a été fait par le GABLEC, on a élargi cette demande d'indemnisation aux riverains. Si il y a effectivement l'identification d'une contamination des riverains sur leur jardin qui n'ont pas forcément envie de donner à leur famille ou de s'alimenter eux-mêmes avec des produits contenant du prosulfocarbe, ils enregistrent un préjudice qu'ils doivent a priori voire réparer. Donc ça, c'est vraiment autour de la réparation. Mais par ailleurs, en fait, nous, ce qu'on a toujours demandé, c'est que le prosulfocarbe, en réalité, puisse soit être utilisé dans des conditions telles qu'il n'entraîne pas la contamination des productions biologiques ou des productions potagères des riverains. Donc c'est pour ça qu'on a posé la question à Syngenta. C'est pour ça qu'on a demandé au pouvoir public de mettre en place des mesures de gestion du risque de contamination, sans succès, mais c'est quand même quelque chose qu'on a demandé continuant. Et donc, en l'absence d'efficacité des mesures de gestion du risque, c'est-à-dire en fait de mesures permettant d'éviter les contaminations, la seule solution a priori, c'est l'interdiction. Mais c'est pas quelque chose qu'on demande. En fait, nous, on demande simplement qu'il soit possible de produire en bio sans avoir ce risque. Et cette demande, elle est relayée ensuite par les riverains, puisqu'ils aimeraient bien aussi, je pense, cultiver leur potager sans vivre avec ce risque. Et pour ce qui est de la biodiversité, du coup, en fait, ça va avec. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, en fait. Il faut que la production agricole soit possible sans affecter la biodiversité, sans affecter les riverains, sans affecter l'activité économique des voisins. Donc, en fait, la question, c'est pas le prosulfocarbe. À la limite, on s'en fiche du prosulfocarbe. La question, c'est comment on arrive à coexister en alliant les intérêts de la biodiversité, les intérêts économiques des producteurs bio, les intérêts éventuellement des producteurs conventionnels. En attendant qu'ils passent en bio, c'est ce qu'on espère à la FNAB, mais c'est leur choix d'être en conventionnel à ce moment-là. Mais en fait, il y a un moment, c'est pas possible d'avoir une activité qui rend pas possible l'autre activité. Voilà. Et qui rend pas possible le fait d'avoir son potager tranquille et qui rend pas possible le fait pour les grenouilles de vivre leur vie. Merci beaucoup Félix. Peut-être on peut passer à la présentation de François Villerette de Génération Future. Merci.
Oui, bonsoir. Donc, François Veillerette, Génération Future, association de loi 1901, agréée par le ministère de l'écologie. Est-ce que vous voyez ma présentation? Parfait. Donc, moi, je vais vous présenter un certain nombre de, si vous m'entendez bien, hein, un certain nombre de données, de faits sur le prosulfocarbe, notamment son utilisation, les tendances d'utilisation, ses impacts sur l'environnement, sur la santé, et un point aussi réglementaire sur sa situation réglementaire. J'espère que ça va marcher. Petit sujet avec le défilement des diapos. Ah bon, alors là. Excusez-moi. Voilà. Difficulté à faire défiler les diapos. Donc le prosulfocarbe, déjà c'est un désherbant, un herbicide qui est utilisé, ça a été expliqué tout à l'heure, en agriculture conventionnelle avant l'implantation des cultures. Hein, donc le traitement a lieu en début de l'automne. Et c'est ce qui pose problème pour les cultures qui sont récoltées au même moment. C'est une substance, le prosulfocarbe, qui est employé dans des produits, il faut faire la différence. Le prosulfocarbe, c'est la substance active utilisée dans différents produits pesticides. C'est la troisième substance la plus utilisée en France, hein, avec plus de 6300 tonnes en 2023. C'est le dernier chiffre disponible. Les chiffres 2024 sont en train de tomber en ce moment. Dans certains départements, comme le Loir-et-Cher, c'est la substance active de pesticides la plus achetée et la plus utilisée. Donc c'est vraiment pas une substance qui est utilisée marginalement, mais c'est le même niveau que le glyphosate en tonnage à peu près. Ouais, ça se tient. Alors cette molécule, ça a été dit plusieurs fois, elle est très volatile, c'est ce qui pose le problème. Hein, c'est comme elle s'évapore très facilement. Vous avez au moment de la pulvérisation et dans les jours qui suivent une réévaporation du prosulfocarbe et qui va se manifester par une très forte présence de cette molécule dans les analyses d'air et après dans les aliments éventuellement sur lesquels ces molécules vont se déposer. Et ce qui pose ces problèmes de contamination des cultures voisines, parfois à plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres des surfaces qui ont été réellement traitées, ce qui induit quasi-impossibilité de savoir d'où vient vraiment et qui est vraiment responsable de la contamination d'un champ X ou Y qui aurait été contaminé. Alors, en plus d'être utilisé en grande quantité, ce prosulfocarbe, il est utilisé de plus en plus. Vous voyez là, en haut, le premier graphique montre bien l'augmentation en 8 années, de 2015 à 2023, des tonnages de prosulfocarbe. Une multiplication par 2 en 8 ans, hein, ce qui veut dire que la tendance est nette. Et vous avez effectivement, vous voyez à côté ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que pour le Loir-et-Cher, par exemple, le prosulfocarbe, c'est la première molécule active, matière active de pesticides utilisée, largement même devant le glyphosate. Et au niveau national, ça touche avec le glyphosate en troisième position. Donc ça, c'est très clair. Cette volatilité du prosulfocarbe qui pose ces problèmes de contamination, elle est reconnue déjà depuis un certain nombre d'années. Il y a presque 10 ans déjà, l'ANSES, dans une note d'appui scientifique, reconnaissait que par volatilisation, le prosulfocarbe pouvait parcourir des longues distances de l'ordre de plusieurs kilomètres, voire des dizaines ou centaines de kilomètres, donc ce qui est considérable pour un problème global, sans être particulièrement affecté par des barrières physiques, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de possibilité physique de contenir la pollution dans un espace donné, et que donc, ce faisant, les cas de contamination des vergers, des grandes cultures, ces cultures donc on récolte en automne, se sont multipliées en posant tous ces problèmes. Donc, suite à ce premier constat d'ANSES, il y a eu des restrictions d'usage, ça a été abordé rapidement tout à l'heure, dès les années 2018-2020, avec l'utilisation obligatoire de dispositifs homologués anti-dérive pour limiter effectivement les dérives vers les champs voisins. Et puis, une interdiction d'application en fonction des distances de culture aux cultures non cibles et de leur récolte de 500 mètres, comme première mesure donc pour essayer de réduire les contaminations.
dans les zones cultivées voisines. Malheureusement, ça n'a pas suffi et de nouvelles alertes de la part d'un certain nombre de paysans, notamment bio, contaminés, ont amené l'ANSES à réévaluer le risque, notamment pour les riverains en tant que personnes physiques et pas en tant que producteurs, hein, en 2023. Et cette réévaluation a indiqué un risque pour les enfants, exposés principalement par des gouttelettes de produits déposés sur la peau, une contamination à travers la peau. Et donc ça, c'est l'ANSES, hein, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, mais qui aussi étudie l'ensemble des impacts sanitaires possibles et environnementaux des moyens de production comme les pesticides, qui indiquait pour la première fois un risque pour les personnes habitant à côté des zones traitées. Donc elle a imposé à la suite de ce constat de nouvelles restrictions d'utilisation des produits à base de prosulfocarbe, avec une réduction des doses maximales autorisées à l'hectare, moins de 40% de la dose précédente. Et puis, une obligation d'utiliser un matériel d'application encore plus performant que lors de sa première restriction, en exigeant une réduction de 90% de la dérive de pulvérisation, tout en demandant de respecter une zone de non-traitement de 10 mètres avec les zones d'habitation, ou même 20 mètres, tant qu'ils n'avaient pas donc le temps de s'équiper des buses les plus performantes pour les pulvérisateurs. Alors 10 mètres, normalement, c'est plus que sur les cultures basses, hein, que d'habitude, puisque d'habitude, pour des cultures basses, des céréales ou des herbages, avant les céréales, ça va être 5 mètres, réductible même à 3 mètres, en fonction du matériel. Donc c'est deux nouvelles dispositions qui ont été posées par l'ANSES en 2023, qui, on peut le craindre, on l'a vu d'ailleurs, hein, ne suffisent pas à réduire les problématiques, puisque réduire la dérive, c'est une chose, mais il y a deux phénomènes, deux processus qui sont à l'œuvre. Il y a à la fois la dérive tout de suite du produit quand il sort du pulvérisateur, et une fois qu'il est sur le champ, le produit se volatilise, et donc il y a une contamination secondaire qui vient de la revolatilisation du produit, et là, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, que vous ayez des bonnes buses ou pas, ça ne change rien. Donc ça ne peut pas régler malheureusement le problème, et c'est pour ça qu'on continue à avoir des contaminations importantes dans les cultures voisines des zones d'utilisation de prosulfocarbe. Alors le prosulfocarbe contamine l'environnement. On a vu, la question c'est de savoir si c'est dangereux pour l'environnement et dangereux pour la santé. Alors on était regardé nous les classements officiels, hein, qui sont les classements d'après la législation européenne, qui sont appliqués dans toute l'Union européenne, sur la dangerosité des substances. Donc le prosulfocarbe, il est actuellement classé selon le règlement européen en vigueur comme substance sensibilisante, c'est-à-dire qui peut provoquer les allergies. Donc catégorie 1, c'est la catégorie la plus élevée. Toxique aigu de catégorie 4, c'est un toxique aigu modéré, on va dire. Hein. C'est la catégorie la plus élevée, c'est la catégorie 1. Il est classé toxique pour les milieux aquatiques de catégorie 2, ce qui est la deuxième catégorie la plus élevée. Donc je pensais aux grenouilles de madame tout à l'heure. Et pour les agences réglementaires, notamment au niveau européen pour l'EFSA, il n'est pas identifié comme une substance CMR, c'est-à-dire cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc c'est pas cancérogène, pas un mutagène, pas un reprotoxique reconnu par les agences, ni un perturbateur endocrinien. Alors le problème, c'est que l'évaluation du prosulfocarbe elle est très ancienne, hein, puisque le dernier avis de l'EFSA, c'est l'autorité scientifique, si vous voulez, l'agence sanitaire européenne, l'équivalent de l'ANSES en France, mais au niveau de l'Europe. Donc le dernier avis de l'EFSA, il a presque 20 ans, puisqu'il date de 2007, donc 19 ans. Et il contient de nombreuses défaillances préoccupantes dans l'évaluation, notamment des propriétés cancérigènes de la substance. Je vais vous les exposer rapidement. En fait, ces classements non cancérogènes du prosulfocarbe, ils reposent sur deux études. Donc des études anciennes, hein, parce que c'est les dates du dossier examiné, qui a été évalué en 2007, donc les études sont encore plus anciennes que ça. Une étude de 1987, c'est une étude de presque 40 ans, conduite sur des souris, et une étude sur des rats un peu plus récente, d'1 an, exposée pendant 2 ans. Donc dans ces deux études, il y a des tumeurs qui ont été observées chez les animaux traités, en comparaison avec les animaux, un groupe d'animaux non traités, donc on dit qu'il y a un risque supérieur. Mais à chaque fois, l'apparition de ces tumeurs a été attribuée au hasard par l'agence, a été considérée sans lien avec l'exposition au prosulfocarbe. Et donc, le prosulfocarbe, malgré ces deux études, a été jugé non cancérogène par l'agence européenne.
Alors, ça pose un problème parce que ces études présentent des vraies défaillances méthodologiques qui font qu'en fait, il est impossible de tirer la moindre conclusion de ces des études-là. Je ne suis pas en train de vous dire que la réalité, c'est le contraire et que le prosulfocarbe est forcément cancérogène, mais je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas dire avec ces études-là qu'il n'est pas cancérogène. Dans la première étude, donc celle sur les rats, plus de la moitié des animaux étaient morts avant la fin de l'étude, ce qui constitue une mortalité importante, supérieure donc à la moitié, supérieure à 50%, et ce qui n'est pas dans les normes, les lignes directrices qui sont mises en œuvre par ces agences réglementaires qui étudient la toxicité des pesticides. Et pourtant, l'EFSA a tout de même pris en considération cette étude pour juger le prosulfocarbe non cancérogène, ce qui est une anomalie par rapport aux propres règles que doivent suivre les agences. De la même manière, dans l'étude sur les souris, on observe également une très forte mortalité chez tous les groupes d'animaux, y compris dans le groupe témoin non exposé, donc ce qui veut dire qu'il y a un problème dans cette étude méthodologique, et en plus, les doses qui ont été testées n'ont pas été correctement choisies, encore une fois, d'après les normes de l'OCDE qui doivent être appliquées dans ce type d'études. La dose maximale à laquelle ont été exposées les souris était trop faible par rapport à ce qui se fait d'habitude, et donc non conforme à ce qu'on appelle les lignes directrices, qui sont les règles du jeu, si vous voulez, que les agences réglementaires doivent suivre dans l'évaluation des substances. Donc cette faille, d'ailleurs, méthodologique, a été reconnue par l'EFSA, mais malgré tout, ils n'ont considéré que voilà, il n'y avait pas de problème, et ils n'ont pas demandé à la firme Syngenta, qui est le brevet de cette molécule, prosulfocarbe, de fournir d'autres études, ce qui est quand même une anomalie. De la même manière, donc ce dossier, un dossier de renouvellement, après, qui a été, que les molécules sont au niveau européen, les matières actives, réévaluées tous les 10 ans à peu près. Il y a un dossier de renouvellement qui a été fourni par Syngenta, donc, en 2015, au Portugal, qui était l'État membre rapporteur. 2015, donc ça fait 11 ans. Et donc, ce dossier, depuis 11 ans, est toujours en cours de réévaluation par le Portugal, ce qui est en fait une des molécules qui est en réévaluation depuis plus longtemps. Normalement, les dossiers devraient être traités en 3 ans. C'est le temps normal. Donc, il y a un processus aussi de réévaluation qui n'exige pas de nouvelles études, mais qui dure un temps infini, ce qui permet à la molécule de rester sur le marché, donc utilisée, sans un renouvellement périodique comme il se doit. Dans ce dossier, aucune nouvelle étude de cancérogénicité n'a été soumise, ni demandée par l'État membre rapporteur, qui est le Portugal, ce qui, encore une fois, est au regard des faiblesses dans les 2 seules études anciennes. Elles ont 40 ans, pratiquement, les études sur le cancer pour le prosulfocarbe. Ben non, malgré tout, pas de nouvelle étude demandée. Et donc, on a le 2e herbicide le plus utilisé en France, qui se base toujours sur 2 études non conformes aux règles scientifiques des agences réglementaires et qui datent de 40 ans, ce qui pour nous est une anomalie en termes de méthode, en termes de façon de faire, le but étant de garantir une sécurité maximale à la population et à l'environnement. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver en se basant sur des études qui ne sont pas conformes aux règles internes des agences et qui sont extrêmement vieilles. 40 ans en sciences, c'est très, 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 très long. Et encore une fois, sur les études, il y a autre chose qui nous inquiète. Aucune étude visant à caractériser l'éventuel caractère perturbateur endocrinien du prosulfocarbe n'est contenue donc dans le dossier de renouvellement soumis au Portugal. Or, normalement, il y a un critère d'exclusion pour les pesticides qui seraient reconnus perturbateurs endocriniens. Là, il n'y a pas d'étude sur la perturbation endocrinienne, c'est-à-dire la perturbation du système hormonal, possiblement créée par le prosulfocarbe. En vrai, on n'en sait rien, il n'y a même pas une seule étude de fournie, ce qui est une autre anomalie extrêmement grave dans ce dossier. Alors même qu'on sait que dans la littérature scientifique universitaire actuelle, il y a des études qui suggèrent que le prosulfocarbe a un impact sur les hormones thyroïdiennes, sur les hormones sexuelles, qui suggèrent un effet perturbateur endocrinien avec des applications possibles, donc notamment sur le métabolisme. Donc on a des études universitaires, mais aucune étude réglementaire dans le dossier, ce qui est complètement anormal. Malgré tout ça, on a encore aujourd'hui, j'ai vérifié, aujourd'hui 15 produits pesticides à base de prosulfocarbe sur le marché. Ceux qui sont en rouge ont été retirés, ceux qui sont en vert sur la diapo sont encore sur le marché.
C'est d'ailleurs pour ça qu'avec la FNAP, Génération Future a engagé un recours juridique pour demander le retrait de certaines autorisations de mise sur le marché des principales formulations à base de prosulfocarbe comme de Fixil, Linati, etc. Parce qu'on considère qu'au vu des manques, au vu des biais dans le dossier d'autorisation, on ne peut pas avoir une garantie de l'innocuité pour l'environnement, mais également pour la santé publique, et que c'est anormal de maintenir ces produits sur le marché. Enfin, donc la substance active, sulfocarbe, elle est autorisée au niveau européen, ça marche comme ça en Europe, les substances actives sont autorisées au niveau européen, et les produits commercialisés, ceux que les agriculteurs achètent et utilisent, qui mélangent du prosulfocarbe plus d'autres coformulants, eux sont évalués au niveau national. La substance active prosulfocarbe au niveau européen, elle a bénéficié donc d'une prolongation de 39 mois d'autorisation récemment, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui autorisée jusqu'au 31 janvier 2027, étant donné que site de l'Union européenne, de la Commission, les États membres rapporteurs n'ont pas encore achevé l'évaluation des risques et compte tenu du temps nécessaire pour conclure les étapes récentes de chaque procédure de renouvellement. Effectivement, du temps, il y en a, puisque je vous dis, l'ouverture du dossier d'examen de dossier de renouvellement d'autorisation pour le prosulfocarbe a été commencée en 2015, il y a plus de 10 ans. Voilà, et aujourd'hui, donc, vous avez une autorisation qui va se terminer l'année prochaine, mais il est tout à fait possible qu'entre aujourd'hui et l'année prochaine, on ait une nouvelle autorisation qui soit accordée pour des années supplémentaires pour le prosulfocarbe. Alors, sur la base du dossier de réautorisation tel qu'il est fourni aujourd'hui, on en serait assez chagriné, puisque vous voyez les biais, je vous ai présenté que les principaux, j'ai demandé à notre toxicologue d'examiner le rapport en détail, ce qu'elle a fait, mais vous voyez, il y a des biais majeurs dans ce dossier, notamment des manques d'études récentes, fiables, réalisées selon les normes en vigueur, pour garantir l'innocuité dont aujourd'hui on ne peut pas avoir une garantie absolue. Voilà. Donc c'était une présentation que j'ai voulu la plus factuelle possible. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je répondrai avec plaisir à vos questions si vous en avez. Merci. Bonsoir, merci pour votre présentation. Vu que l'ANSES est directement mise en cause, vous les avez contactés pour leur poser la question de leur manquement, entre guillemets? Et si oui, que vous ont-ils répondu? Alors, on a fait une saisine de l'ANSES à commune avec la FNAP récemment. Et à ma connaissance, on n'a pas reçu de réponse, ou alors j'aurais loupé un courrier. Donc je parle sous l'autorité de Félix Lepers. Pas de réponse officielle. Ensuite, on a l'occasion d'échanger oralement avec l'ANSES. Et en fait, d'abord, ce qui nous est dit, c'est que cette situation qu'a décrit François, à savoir avoir un produit qui est sur le marché en vertu d'études anciennes qui ne respectent pas les normes en vigueur, en fait, c'est l'état de la réglementation. C'est comme ça. C'est pas illégal d'une certaine manière, puisqu'il est possible de renouveler des autorisations quand on n'a pas fini l'évaluation, même si ça fait 10 ans qu'il n'y a pas en fait de limite à ce renouvellement. Disons continuel à cause de manque de données ou de manque de moyens peut-être mis sur l'évaluation, et ben c'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas si étonnant que ça en l'état actuel de la législation. Donc en fait, si la législation changeait et imposait par exemple que on ne peut pas renouveler indéfiniment comme ça des molécules, mais qu'à un moment, en fait, si on n'a pas d'études récentes qui permettent de dire cette molécule n'est pas dangereuse, ou d'études, je dirais même pas ça, à jour des exigences minimales de la science et donc des études en fait égales pour toutes les molécules. Tant qu'on n'a pas cette exigence, on pourra toujours avoir des situations comme le prosulfocarbe, et ça, à l'ANSES, ils pourront vous répondre que, en fait, en l'état actuel de la législation, c'est légal. Et eux, ils sont garants de la légalité disons, des autorisations qu'ils délivrent. Elles doivent respecter le cadre réglementaire. Si je peux ajouter un mot là-dessus, c'est que effectivement, on ne peut pas parler de situation tellement illégale.
mais il y a quand même une dérive, parce que là, ce ne sont pas des nouvelles autorisations qui sont données, ce sont des prolongations d'autorisations qui sont accordées le temps d'avoir des données supplémentaires. Et souvent, ces données supplémentaires, enfin, il y a deux cas, soit ce sont les agences elles-mêmes qui les demandent, pour voir plus clair, soit ce sont les entreprises qui commercialisent les substances et les produits plutôt, qui n'ont pas fourni l'ensemble des données. Et donc, dans ce cas-là, c'est leur responsabilité. En ce moment, c'est la période de déclaration d'impôt. Si moi, j'oublie de faire ma déclaration d'impôt, si je la rends en retard, je vais payer 10% en plus. Vous connaissez le système. Mais pour les entreprises phytosanitaires, ça ne marche pas comme ça. On est presque récompensé de donner, de rendre certains éléments du dossier en retard, puisque chaque année supplémentaire pendant laquelle il y a une prolongation d'autorisation, c'est une année pendant laquelle les produits continuent à être commercialisés, alors même que ce délai supplémentaire, il est dû à des manques de données dans le dossier qui est fourni par les industriels, ce qui est, à mon sens, pas normal. Merci, mais ça marche pas si. Merci, mais comme vous le disiez dans la présentation, de base, les deux études n'auraient pas dû être acceptées. Et c'est ça ma question. C'est, je me dis, si ça suivait pas leurs critères de base pour qu'elles soient acceptées, quel recours on a? Parce qu'au final, ils ont accepté quelque chose qui n'était pas légal selon leur propre procédé. Je comprends pas en fait. Alors, oui, tout à fait. Sur le fond, vous avez absolument raison. Mais comme souvent dans la vie, il y a la théorie et il y a la pratique. Là, malheureusement, même s'il y a des normes qui sont des normes internes, qui sont ce qu'on appelle des lignes directrices, c'est comment on fait pour évaluer un produit, quelles sont les exigences en termes méthodologiques, en termes scientifiques. Mais parfois, il y a des trous dans la raquette assez considérables. Par exemple, mais dans plein de domaines dans l'évaluation des pesticides, pour évaluer par exemple l'exposition des riverains, on considère qu'un enfant de 14 ans pèse 60 kg. La plupart du temps, les enfants de 14 ans, dans les 3/4 des cas, ils pèsent moins de 60 kg, heureusement. Et donc, on sous-évalue leur exposition en considérant qu'ils pèsent 60 kg. Ça fait partie d'une norme qui est une norme absurde, mais c'est la norme qui est suivie. Là, dans notre cas, c'est le biais, c'est en fait qu'ils n'ont pas suivi leurs propres règles internes et que normalement, ils n'auraient pas dû valider ces études. Nous, c'est notre analyse. Et ils auraient dû en demander de nouvelles aux entreprises, quitte à donner des années de prolongation d'autorisation. Eh ben, au moins, ça aurait servi à quelque chose d'exiger des nouvelles études de cancérogénicité. Or, il y a eu des années qui ont été accordées au prosulfocarbe sans que de nouvelles études sur le cancer aient été exigées, qui, elles, auraient suivi les lignes directrices de l'Union européenne. Donc, effectivement, c'est du temps qui a été, sur ce plan-là, perdu. Et c'est quelque part anormal que les règles internes qui jugent de la qualité d'une étude ne soient pas suivies. Là-dessus, nous, on est... D'ailleurs, dans les recours qu'on exerce avec nos avocats, la FNAB et Génération Future, ça fait partie de l'argumentaire qui est déployé en disant, mais il y a un problème dans l'évaluation, etc. On verra si les tribunaux sont sensibles à ces arguments. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas une garantie d'innocuité parce que on n'a pas des pratiques scientifiques et réglementaires optimum qui ont été appliquées dans ce dossier. Et effectivement, c'est anormal. Peut-être juste pour compléter très rapidement, mais simplement de dire aussi que, en fait, d'une part, les standards de l'époque, je ne me prononcerai pas, et donc là, je laisse François, disons, se prononcer sur le non-respect des standards de l'époque. Donc, à l'époque, les études n'auraient pas dû être prises en compte. Mais en plus de ça, les standards, depuis 40 ans, ils ont évidemment évolué. C'est-à-dire que l'exigence générale que l'on applique pour autoriser un pesticide, il n'est pas le même que dans les années 80 ou 90. Et c'est ce qu'on appelle ces lignes directrices, c'est-à-dire la consigne qu'il faut respecter pour avoir un produit. Autrement dit, si vous étiez vous-même vendeur de pesticides et que vous veniez avec les études qui ont... qui servent aujourd'hui à autoriser le prosulfocarbe, on ne vous ouvrirait pas la porte d'une autorisation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un produit qui est vraiment le résultat d'une dérive réglementaire extrêmement longue. Alors, une question. Est-ce que dans d'autres pays d'Europe, des agences qui ont à peu près les mêmes attributions que l'ANSES ont mené des études avec un protocole scientifique autrement rigoureux? Est-ce que c'est seulement une étude qui a été bousillée en France comme ça, ou est-ce qu'il existe d'autres études?
C'est une bonne question. Non, là, on parle d'études disponibles au niveau européen. Parce qu'encore une fois, la matière active pour sulfocarbe, elle est évaluée au niveau européen. Donc, c'est le dossier européen dont on parle. Donc, ce sont des études disponibles en Europe. Peut-être même que certaines n'ont été pas faites en Europe, je ne me rappelle plus, mais sur ces deux-là, on n'en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est ça qui fait que c'est pas parce que la France travaille mal, hein. La France travaille pas plus mal que les autres, mais l'agence européenne n'a pas été assez exigeante. Enfin, c'est notre analyse. Avec des études trop anciennes, avec des biais méthodologiques, il faut pas s'en contenter, il faut être exigeant. Et quelque part, il y a eu, alors c'est aussi la responsabilité du Portugal, parce que si vous voulez, aujourd'hui le système fonctionne comme ça, le dossier est évalué au niveau européen, mais l'agence européenne, elle n'a pas ses experts pour faire le boulot, donc ce sont des agences nationales qui font le travail d'évaluation des dossiers d'autorisation pour l'Europe. La France va être ce qu'on appelle État membre rapporteur, évaluer le rapport de demande de réautorisation fournie par les industriels au nom de l'Union européenne. Là, c'est le Portugal. Ben là, le Portugal, il n'a pas été assez exigeant, évidemment. Mais après, ça pouvait être rattrapé par l'agence européenne qui pouvait dire non, ça ne nous va pas. Et on considère qu'il faut quand même d'autres études. Donc, on peut accabler nos amis portugais, mais on peut accabler tout autant l'agence européenne qui avait, elle, qui a eu, à notre sens, l'obligation d'être beaucoup plus exigeante sur la qualité des études sur le cancer et sur l'absence de données sur la perturbation endocrinienne. Parce que ça, c'est aussi un truc assez exotique de ne pas avoir de données qui sont exigibles depuis la rentrée en vigueur du règlement de 2009 sur la mise sur le marché des pesticides. On a des critères d'exclusion pour les perturbateurs endocriniens, donc il faut des études. Et là, il n'y en a pas. Merci beaucoup, François. On va prendre une dernière question. Allez. Ouais. Oui, c'est surtout... éventuellement, il n'y aura pas forcément de réponse, mais une question pour le groupe de travail. On a parlé des produits qui étaient contaminés par le prosulfocarbe qui se dépose alors qu'il est dans l'air. Qu'en est-il de la dangerosité avec la pluie qui potentiellement peut se charger en molécules et qui tombe sur la peau des êtres humains? Et qu'en est-il, par exemple, aussi sur la ventilation qui peut concentrer les molécules dans l'air d'une maison, par exemple, je pense au VMC ou au système de chauffage RR, ou voilà. Je ne sais pas s'il y a des données là-dessus. Peut-être que ça peut être une piste de travail plutôt. Oui, alors, sur la présence du prosulfocarbe dans l'air, alors ça, on sait que c'est une substance qui est très retrouvée dans l'air, c'est pour ça qu'on la trouve sur les cultures, mais on la retrouve quand on met des capteurs des analyses d'air. On a fait des analyses à génération future, ça fait partie c'est la molécule qu'on retrouve en plus grande concentration dans les mois fin d'été, etc. Et même si ça descend un peu après, au bout de quelques mois, on trouve quasiment toute l'année. Et dans les études officielles, on retrouve la même chose, c'est pas de surprise. Notamment une étude de 2018 qui a conduit d'ailleurs notamment avec l'ANSES, qui a fait une étude nationale sur les pesticides dans l'air. Le prosulfocarbe fait partie des molécules qu'on retrouve très fréquemment, avec un certain nombre d'autres, dans l'air ensemble du pays, plus dans certaines régions que dans d'autres, parce que c'est très utilisé dans les zones qui produisent des céréales, moins dans les zones de montagne, par exemple. Mais oui, dans l'air, on l'en trouve beaucoup. Et la demi-vie, c'est-à-dire la période au bout de laquelle il va se dégrader pour moitié dans l'air, est comprise entre, je crois, 10 et 210 jours. Donc la fourchette est très large. Donc ça peut rester et persister dans l'air assez longtemps. Merci. Donc on va conclure. Et en fait, on va faire une petite conclusion. Et après la conclusion, on va vous proposer quelque chose. Et on va pouvoir continuer les échanges. Vous allez voir. Alors, merci à tous. Merci beaucoup pour ces interventions instructives. La suite des réflexions, comme vous l'avez compris, se présentera sous la forme de groupes de travail à compter de septembre prochain. Vous pouvez vous inscrire à la table à l'entrée si vous souhaitez participer à ces groupes de travail. L'objectif ne sera pas de juger les pratiques agricoles.
mais au contraire de mieux les comprendre, de laisser la place à chacun, agriculteur et habitant, pour exprimer ses difficultés, ses craintes, mais aussi ce qui va bien et ce qui fonctionne. Croiser les regards et créer un lien de qualité riche de nos différences. Ces échanges auront lieu dans un cadre sécurisé grâce à une médiation. Nous avons présenté des thèmes pour ces groupes qui vont être complétés par ce qu'on a noté ce soir et les échanges qui vont suivre. Les thèmes auxquels nous, le collectif, nous avons pensé sont par exemple partager la campagne, la santé et l'alimentation. Nous n'envisageons pas de tout révolutionner, mais surtout de nous parler, de nous écouter et de nous comprendre, en toute humanité. Et nous avons confiance qu'une fois que nous aurons noué un dialogue et fait naître un respect mutuel, alors nous pourrons imaginer des solutions acceptables pour tous et toutes. Les graines sont semées pour la suite de l'aventure. Et donc pour ceux qui le souhaitent maintenant, nous vous invitons à vous regrouper avec vos voisins devant ou derrière. Donc pas forcément des gens que vous connaissez, bon, mélangez-vous peut-être un peu si vous connaissez trop vos voisins devant ou derrière. Et puis prenez un petit temps d'échange sur ce que vous avez appris ce soir, vos réactions, vos questionnements qui se présentent à vous. Prenez un papier et un crayon pour noter celles-ci. Et puis après, on va les récolter et ça sera une base pour le travail dans les différents groupes et les réflexions du collectif. Voilà, merci beaucoup.